Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Catch and Shoot, la chaîne par un passionné pour les passionnés. Waouh, ça fait genre 10 siècles que j'ai pas dit ça. Vous devez avoir l'habitude de ce genre de format vu que ça fait à peu près 2-3 ans que je fais ça. C'est-à-dire environ 1-2 mois avant le début de la saison, je vous présente les 10 joueurs à suivre pour la saison. Et comme à chaque fois je précise, ce ne sont pas les 10 joueurs à suivre de manière scientifique, etc. C'est les 10 joueurs sur lesquels moi je vais axer mon regard. C'est les joueurs que moi je vais suivre pour tout un tas de raisons, notamment celles que je vais vous énoncer dans cette vidéo. Alors avant de commencer, juste un petit point. Je sais que j'ai pas été très actif ces derniers mois, mais j'en profite surtout pour vous remercier pour les 1000 abonnés sur la chaîne. C'est genre énorme, c'était un truc que j'espérais pas atteindre pour être très honnête quand j'ai commencé. J'espère que là on va essayer d'accélérer un petit peu tout ça pour qu'on produise du bon contenu pour que vous soyez contents. Mais vraiment merci du fond du cœur pour les 1000 abonnés. Donc là vous inquiétez pas, je travaille sur de nouvelles vidéos. Il y a évidemment une mixtape pour ceux qui me suivent sur Twitter qui est en cours de prépa et ça me prend un petit peu de temps. Donc c'est vrai que entre Twitter, faire des threads, bosser des sons, faire des vidéos qui sont des formats assez longs, notamment les portraits, effectivement ça me prend un peu de temps. Et puis j'avoue qu'après la vidéo de Bill Russell, j'ai eu un petit coup de mou, un petit coup de blues même, parce qu'il n'y a pas eu les résultats que j'attendais, vu le travail que j'y ai mis. Donc honnêtement, j'ai pris ça avec vachement de recul, j'ai fait un bon travail sur moi, maintenant je suis d'attaque pour redémarrer. Cette année je vais épargner les mentions honorables, parce que c'est toujours pareil, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un top 20 dans les mentions honorables, donc c'était beaucoup évidemment. Suivez tous les joueurs possibles, le plus de joueurs possible, suivez surtout les joueurs que vous kiffez, les joueurs de votre franchise, la franchise que vous aimez, ou même d'autres franchises, parce que je vous jure qu'il y en a vraiment des intéressants. Et moi pour le coup, sur les 10 que je vais vous présenter, il y en a qu'un seul qui est de ma franchise et on va attaquer ça tout de suite. Ça fait long time que je suis à mon prime, Kobe Bryant, Jean Galilei One. Ça fait les bails toute la night, je ride et je ride et je ride et je ride. Ça fait long time que je suis à mon prime, Kobe Bryant, Jean Galilei One. Markelle Fultz. Et on démarre ce top 10 entre guillemets par Markelle Fultz. Markelle Fultz, le meneur du Orlando Magic. Il y a toujours une touche Orlando Magic dans ce format. Je ne dérogerai pas à la règle. Ne comptez pas sur moi pour ça. Markelle Fultz qui, comme je le disais, le meneur du Orlando Magic qui, une fois n'est pas coutume, s'est blessé en début de saison dernière. Ce qui a fait que Orlando a très mal démarré la saison. Étant donné que Orlando démarrait avec un bilan de 5 victoires pour 17 défaites. Et pourtant, quand il est revenu, l'équipe c'était beaucoup mieux. Même si, une fois de plus, il y a eu beaucoup de blessures. On va pas parler de Jonathan Isaac, tout ça, parce que j'ai pas envie de devenir grossier dans cette vidéo. Mais le fait est que Markelle Fultz, quand il est en excellente santé, c'est un joueur ultra spectaculaire, ultra agréable à voir. Au-delà du fait qu'il soit faulant, c'est ça en fait qui est assez bizarre, il est très délié, très faulant, dans le shoot c'est beaucoup plus fluide parce que pour ceux qui ont suivi, il a eu un souci au niveau de l'épaule quand il était à Philadelphie, et il a fallu refaire tout ça, il a eu un shoot complètement pété alors que quand il était à la fac il avait un très beau shoot. Là ça commence à aller mieux, en mid-range c'est assez solide, à 3 points il y a encore du boulot mais bon c'est normal, il a même pas une saison complète dans les pattes. Du coup comme je le disais, Markelle Fultz, malgré ses allures de faulant, de joueur ultra délié etc, il est aussi très spectaculaire. Il va très vite en contre-attaque, il monte très vite au panier, il a une très bonne intelligence de jeu, et surtout, il sait distiller des super bons ballons. Il n'y a qu'à voir, de toute façon, l'Orlando Magic, il y a un Orlando Magic avec et sans Markelle Fultz. Là, on touche du bois très fort, il n'y a pas d'alerte, il devrait, si tout se passe bien au training camp, etc., commencer la saison et on pourra avoir enfin une saison, ou du moins un début de saison, avec quasiment, sauf si problème à la Coupe du Monde pour les frères Wagner, etc., ou Banchero, une équipe complète, plus les pics de draft qu'on a récupérés. À surveiller ceci dit parce que le Magic a quand même drafté Anthony Black qui joue sur le même poste, donc ça te fait une espèce de trio, voire de quatuor si tu inclus, de quintet pardon, avec Markelle Fultz, Cole Anthony, Gary Harris, Jalen Suggs et Anthony Black sur les postes 1-2. Donc il va falloir surveiller, ça risque de bouger je pense au cours de la saison. Néanmoins, il n'existe aucun monde selon moi où Markelle Fultz n'est pas titulaire en ce début de saison, même sur la saison complète. Il faudra évidemment surveiller les offres, tout ça, mais c'est sûr qu'il sera titulaire. Sachant que quand il est titu, il tourne en 14, 4-6, quelque chose comme ça. Donc vraiment, j'espère qu'il va aller le mieux possible, qu'il va pas se péter. Alors déjà en début de saison, mais même en cours de saison, en fin de saison, j'ai pas envie qu'il se pète parce que le Orlando Magic peut être clairement l'équipe. Alors je dis pas ça parce que c'est mon équipe, mais ça peut être une des équipes qui peut se mêler à la course au play-in, et je n'ai dit que le play-in, donc calmez-vous. Mais vraiment, même si ça va pas au niveau collectif, etc., regardez Markelle Fultz jouer, je vous jure c'est un bijou, ça va vite, ça monte au cercle, c'est ultra intelligent, ça défend pas si mal, en plus il est plutôt long pour son poste, il a des longs segments, c'est un 6-4, donc c'est quand même super intéressant d'avoir un mec comme ça. Puis même, c'est quand même un premier choix de draft à la base. Et on l'a eu contre 2 Twix, donc j'espère que vraiment
il va montrer pourquoi il a été choisi premier pick de draft, parce que les gens l'oublient. Pourquoi il a été choisi first pick, parce que ça a été un énorme crack quand il était à la fac. Maintenant, il faut montrer. Là, il n'y a plus de blessures, on espère, là, cet été. Un début de saison qui va bien se passer. Et là, tu vas avoir une équipe, ça y est, qui commence à se connaître, des jeunes en place, un coach qui commence à imposer sa patte, etc. Donc vraiment, il y a tout. Tout est aligné pour que Markel Fultz nous sorte une grosse saison. Donc les gars, suivez Markel Fultz. Victor Wembanyama. Bon, évidemment, j'allais pas laisser passer l'occasion de parler de Victor. Bon, on l'a déjà fait, on en a déjà parlé sur plein de plateformes. Évidemment, suivez Forever et suivez TBA, les amis, parce que c'est là où les choses se passent, comme on dit. Mais évidemment, Victor Wembanyama, au-delà du fait d'être français, c'est quand même une espèce de phénomène qu'on n'a pas vu. Ne me parlez pas de bol-bol, parce que ça n'a rien à voir. C'est vraiment un spécimen unique en tant que basketteur, que ce soit par rapport à sa taille, ses segments, son style de jeu, tous les skills qu'il possède. Et puis même l'attente, il y a vraiment une hype de fou autour de Victor Wembanyama. Donc évidemment, c'était impossible de ne pas en parler. Donc drafté en premier, sans surprise, par les San Antonio Spurs, un club qui réussit, entre guillemets, plutôt pas mal aux Français avec Tony Parker et aussi Boris Dio. Il est tombé peut-être dans l'un des meilleurs environnements pour se développer. Bon, les Spurs, on le connaît, ça arrive à développer du jeune. Bon, là, pour le coup, l'effectif, il est quand même assez... Alors, je vais pas dire faiblard, mais il est assez limité pour l'instant pour que les Spurs prétendent à quelque chose. Néanmoins, si Victor débarque et qu'il est le talent générationnel tel qu'il est censé l'être, entre guillemets, peut-être que les Spurs vont être un gros poil à gratter pour le play-in, qu'on s'entende, mais au moins une équipe qui va pas jouer vraiment le bas de classement toute la saison, qui peut peut-être prétendre à une 10e, 9e place à l'Ouest. Pourquoi pas? Après l'Ouest, évidemment, c'est la jungle, on connaît, mais... pourquoi pas? Après, très honnêtement, si les Spurs terminent dernier, bon, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas le but pour l'instant. Il faut qu'il arrive, il faut qu'il comprenne comment fonctionne la NBA, il faut qu'il s'épanouisse, il faut qu'il arrive à prendre ses marques parce que ça fait quand même un énorme changement comparé à ce qu'il a eu l'habitude de voir et de connaître surtout, notamment en termes de rythme, parce que là, il jouait, alors si corrigez-moi, ceux qui regardent évidemment la LNB plus que moi, il jouait 1 voire 2 matchs max par semaine. Là, ça peut être un peu plus avec des rythmes différents, des matchs qui sont plus longs, etc. Si tu enchaînes pas mal de défaites, ça peut peser dans les esprits, etc. Néanmoins, tu as quand même Greg Popovich pour te cadrer. Top 3, top 4, top 5, vous vous débrouillez sur les classements coach all-time. Donc il y a quand même de quoi faire et surtout beaucoup de signaux verts. Parenthèse, je tape un peu des gauche-droite parce que j'ai mes notes à côté, donc m'en voulez pas, je n'ai pas de prompteur ou je n'ai pas pris mon texte par cœur. Fin de la parenthèse. Du coup, Victor Wembanyama quand même sort d'une saison, même pas d'une saison, on va dire d'un run en France assez costaud. Meilleur contrat du championnat, meilleur espoir, All-Star, champion de France avec l'Asvel, MVP du All-Star Game, joueur du mois, meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur contreur, meilleur éval cette année, 5 majeurs du championnat de France, meilleur défenseur, meilleur joueur, vice-champion de France 2023, sans compter les médailles d'argent en équipe de France U18. Bon, on est quand même sur du costaud. Je sais qu'il y a polémique concernant sa non-participation à la Coupe du Monde. Pour moi, il n'y a rien de surprenant, sachant qu'il vient d'arriver à NBA, il y a d'énormes attentes sur lui, c'est un numéro 1 de draft, c'est un Français, on n'a jamais vu ça. Certes, ça fait chier, oui, disons les termes, ça fait chier, mais c'est pas surprenant. Personnellement, je n'attendais pas autre décision. Il serait venu, j'aurais été super content, bien évidemment. Il vient pas, ok, je comprends, tu débarques, t'as besoin de t'imprégner du truc. Puis en vrai, en NBA, même s'il a été drafté premier, Victor Wembanyama, comme on dit chez moi, c'est un dégain. Il n'a rien fait, il n'a rien prouvé pour l'instant, donc va pas partir au championnat du monde, risquer quelque chose que tu peux regretter par la suite, ou aller contre ton club si ton club a dit non, tu vas pas au championnat du monde. Il est personne pour l'instant, entre guillemets, pour dire à Greg Popovich ou au front office des Spurs, bah non les gars, j'ai envie d'y aller. Peut-être qu'il l'a fait, mais les mecs ont peut-être fait comprendre que bah non, là pour l'instant t'es chez nous, tu restes, tu verras plus tard. Et me dites pas Tony Parker, on va comparer machin. Tony Parker a été drafté beaucoup plus loin, il n'y avait pas ces attentes-là. Personne n'aurait pu prédire la carrière de Parker Day One quand il arrive à NBA. Donc évidemment que les gars étaient beaucoup moins exigeants à ce moment-là. Ils ont dit oui, tu veux aller faire, je sais plus si c'était l'Euro, le championnat du monde, des JO, peu importe. Tu veux aller faire ta compétition internationale, va la faire, ça ne nous pose pas de problème. C'est deux contextes, même c'est deux époques, deux contextes et deux attentes différentes par rapport aux deux joueurs. Néanmoins, Victor Wembanyama, bon, au-delà de tout ça, ça va être funky à avoir joué, hein, je pense. Tu es dans une équipe
comme je l'ai dit, qui est assez limité. Bon, il y a quand même des joueurs super intéressants avec les Soran, les Vassell, les Johnson, etc. Mais j'ai envie de voir ce que ça va donner parce que là, ça va être la pièce centrale, très certainement. Il va avoir tous les ballons, il va se régaler. C'est déjà pas un mauvais défenseur, il a un bon sens du compte, du placement, etc. Donc il va falloir voir ce que ça va donner en termes de NBA. Je me fais pas trop de soucis pour le physique. Évidemment qu'il va aller à la salle, évidemment qu'il va manger un peu de poulet, un peu de riz, on connaît, ça va lui faire du bien. Donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Évidemment, on attend quoi? Sommes-nous trop exigeants pour exiger un rookie de l'année, hein? Alors attention, il y a un autre Gugus qui va être dans la discussion, on va en parler juste après. Mais je pense qu'on peut demander ça. All Rookie First Team et Roy pour l'ami Victor, voilà. Et évidemment, Cocorico, on est content. Victor, casse-nous la baraque. Et parenthèse, le son Victor Wembanyama est disponible dans mon SoundCloud ou en lien ici ou ici, je ne sais plus. Chet Holmgren. Alors on a parlé de Victor et je l'ai dit, j'attends de Victor qu'il soit rookie de l'année, mais je pense qu'il y a un petit concurrent qui risque de l'embêter, voire le taquiner très fort, et les deux se connaissent, c'est Chet Holmgren. Pourquoi Chet Holmgren? Première raison, déjà quand Orlando a eu le first pick l'année dernière, j'aurais aimé qu'on le draft. Évidemment, je parle de mon ressenti à ce moment-là. Parce qu'il avait des capacités, cette espèce de licorne qui défend bien, qui dribble, qui shoot. C'était ultra intriguant, c'était un peu du Victor. Encore un peu différent même si dans l'archétype il se ressemble vachement. Mais voilà, j'étais super intrigué par Chet Holmgren et j'aurais aimé qu'on le draft. On a pris Paolo Banchero et ça nous a souri. Et en plus, malheureusement, il s'est blessé. Et là, vraiment, quand on voit la saison que vient de faire OKC, avec notamment l'explosion de Shai et des choses très très intéressantes qui... Alors on dit Shai, pardon, je viens de débarquer apparemment, on dit Shai. Moi, du coup, je ne sais pas prononcer son nom, les vrais savent. Du coup, moi je dis Shai, rien à foutre. Donc du coup, quand on voit l'explosion de Shai, on se dit waouh, tu mets un big man là-dedans, ça peut être super intéressant. C'est bien parce que le big man en question, tu l'as. Et c'est Chet. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Là, il est en train de bien bosser. On voit cet été, il s'entraîne vachement bien. Là, je crois qu'il était dans la Select Team, si je dis pas de bêtises, là pour entre guillemets servir de sparring avec Team USA, l'équipe qui se prépare pour les championnats du monde. Donc voilà, il y a des super signes qui arrivent. J'espère vraiment qu'il va être à 100%, qu'il va pouvoir jouer. C'est un mec super excitant aussi. Voilà, on l'a vu, il s'est blessé un peu bêtement, malheureusement. Je crois que c'était le fameux Summer Game, l'espèce de pro-am avec LeBron, Banchero, Dejounte et tout ça, là, ou à Seattle, où là il fait 200 degrés parce qu'il n'y avait pas la clim et du coup, ça avait tout le sol était humide, les mecs ont failli se buter tous, faire une cheville. Il me semble que c'était ça. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que c'était ça. Donc en fait, on est tous restés. C'était le match où on est tous restés debout jusqu'à 3-4 heures du matin pour voir 5 minutes de jeu. C'était purement honteux. Bref, Chet Holmgren, oui, vraiment, j'attends pas mal de lui. J'ai qu'une envie, va embêter Victor dans la course au Roy. Bon, ne le gagne pas, évidemment, parce que je suis un putain de franco-français, évidemment. Mais vous avez compris l'idée. Je pense qu'il peut être super complémentaire d'Alexander, de SGA, de Lou Dort, de tous ces gars-là, en fait. Et le young core d'OKC, malgré ce qu'on peut lire et ce qu'on entend, et peut-être, après il faut définir ce qu'est young core, etc. Mais dans les équipes, on va dire plutôt jeunes, avec un projet porté sur l'avenir et leurs 350 milliards de pics en plus, c'est peut-être un des projets qui est peut-être sur le point de passer le plus gros step avec l'apport d'un mec comme ça. Attention, j'ai quand même pas dit que j'attends un 20-18 de sa part, j'ai pas dit ça, mais si au moins il débarque, il tourne à 12, 13, 14, allez 15 points déjà, qu'il apporte ses 8, 9 rebonds, parce que j'ai l'impression qu'il va pas non plus en prendre 15 par match, je peux me tromper, mais si déjà il en apporte 7, 8, tu dissuades, tu mets 1-2 comptes par-ci par-là, en vrai ça peut être super intéressant pour OKC. Puis même, voilà, le mec s'est blessé, il n'a pas joué sa saison rookie. Voilà, on en a connu, je pense à Blake Griffin. Et on a vu Blake Griffin, ce que c'est devenu après. Alors, dans un style totalement différent. Mais si on peut avoir un mec dont on parlait comme un super talent, voire un talent générationnel à la Wembanyama, je me dis, why not, en fait. Donc, ouais, Chet Holmgren, j'ai vraiment hâte de le voir jouer, quoi. John Collins. Bon, là, on va parler aussi d'un sacré client. John Collins, l'ailier fort d'Atlanta Hawks, qui n'est plus du coup chez l'Atlanta Hawks, mais à Utah. D'ailleurs, parenthèse, Utah, le 5 majeur, l'équipe, le projet là, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Et John Collins, ça peut être pas mal, et pour lui et pour le Jazz, cette saison. Parce que là, bon, t'as passé 5-6 saisons à Atlanta. Ok, t'as eu des hauts, là en ce moment plus des bas, même s'il a quand même réussi à taper des saisons aux alentours des 20-21 points. Il termine quand même toutes ces saisons, ces 6 saisons Atlanta, avec des moyennes de 16 points, 8 rebonds, 1,5 passes et un compte par match. C'est quand même pas dégueulasse quand on prend ça de manière brute. Pourcentage 55% au tir, quasiment 36% à 3 points et 78% au lancer franc.
Donc c'est quand même pas mal. Mais sur cette dernière saison, notamment la dernière, il tourne seulement à 13 points de moyenne, une implication dans le jeu plus que douteuse. Et surtout, Atlanta qui n'arrive pas à passer le cap par tourner en play-off et qui bute au play-in. Et surtout un mec qui malheureusement en play-off, on l'a vu, était trop peu présent par rapport à ce qu'on attendait de lui. Donc le voir partir, c'était pas illogique. Et en plus, mais par contre, aller dans une équipe comme le Utah Jazz, ça l'était un peu plus. C'est pour ça que personnellement, je suis assez surpris, mais assez content de voir ce gars-là là-bas, parce que tu es dans un autre environnement. Alors là, tu as d'autres joueurs très très costauds à côté de toi. Et surtout, tu peux faire une espèce de triplette un peu grande, on va dire, avec Lauri Markkanen, Walker Kessler et John Collins, du coup, qui est super intéressante. Et puis Utah, on l'a vu, c'était une mini surprise la saison dernière. Ça a fait des choses super intéressantes. Ça a bien bossé. Il y a Jordan Clarkson qui est toujours en place. Il y a toujours ce petit noyau qui est toujours en place. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, on l'a dit, on l'a décrié, ouais, le manque de progrès au niveau du tir, un jeu trop unidimensionnel, ça joue malheureusement trop pour sa gueule, ce qui est un peu vrai des fois. Ce n'est qu'un joueur de pick and roll et tout. Alors attention, un très bon joueur de pick and roll, et dans le basket moderne, le pick and roll ça prend quand même beaucoup de place, donc c'est quand même une qualité d'être un bon joueur de pick and roll, il faut se le dire. Mais voilà, on attend un peu plus. Et là, Utah, tu tombes dans une équipe super intéressante, super excitante, avec un coach plus qu'intéressant aussi, Hardy, là, qui est super cool. Et franchement, t'as une équipe. Alors, c'est une petite équipe de Gérard quand même, hein, mine de rien. Colin Sexton, Agbaji, Clarkson, Horton Tucker, Markkanen, Olynyk, Kessler, même Yurtseven, même Fontecchio, tu vois, c'est quand même des joueurs intéressants. Certains qui sont internationaux même, donc franchement... Ok, ça va pas non plus être l'équipe qui va tomber 6e ou 5e à l'ouest, je dis pas ça, mais attention, ça a surveillé quand même, ça peut être une équipe qui peut clairement se battre plus que fort pour le play-in, voire même pour le dernier spot en play-off, même si ça va être très dur, je pense, de tomber, c'est 6e du coup, je pense que ça va être super dur, mais voilà, John Collins, évidemment que c'est un apport, en termes de points, en termes d'occupation de défense, d'occupation d'espace, parce que c'est un gars qui aime bien se lâcher, c'est un gars qui prend des espaces, c'est un gars qui, mine de rien, est une menace quand il est sur le terrain, au moins à coup de 10, 13, 14 points, on va dire, dans des mauvais jours. Si maintenant il commence à en mettre des 15, des 16 et des 20 là, dans sa nouvelle équipe, ça peut être plus qu'intéressant. Là, il s'est fait tailler à juste titre. Maintenant, ok, tu changes d'environnement. Tu pourras pas dire c'est la faute d'un tel, c'est mon contrat, c'est pas mon contrat, c'est la Géorgie, c'est pas machin, c'est Triangle, c'est ce que tu veux. Tu pourras pas dire ça. Tu auras pas d'excuses. Là, tu es dans un nouvel environnement. Ce sera pas la Rosta, étant donné qu'il y a Lauri Markkanen. Mais il connaît ce rôle, normalement, de ne pas être la Rosta. Faut pas qu'il s'attende à être l'option offensive numéro 1. Sinon, c'est qu'il se fourvoie, l'homme, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment... Là, c'est l'arc rédemption. Ok, bon, t'as fait des choses bien quand même à Atlanta, on va pas tout cracher dessus. Mais là, t'étais quand même sur une pente assez descendante. Relance-toi. Les mecs t'ont voulu, ils ont envoyé des assets, ils t'ont récupéré. Les mecs ont quand même confiance. Tu vas faire partie d'un projet qui est super intéressant. Vas-y, let's go, John Collins. Suivez John Collins, les amis. Keegan Murray. Alors lui, Keegan Murray. Et encore, en vrai, j'aurais même pu faire un plan, c'est ne suivez pas que Keegan Murray, suivez les Sacramento Kings. Parce que franchement, Sacramento, les gars... Non, vous méritez, vous méritez. Évidemment, SO à la Kings Nation sur Twitter, à Laurent, tout ça, les gars, vraiment, ils se sont accrochés pendant des années à leur équipe. À raison, évidemment, on lâche pas une équipe en cours de route, peu importe, surtout quand c'est celle qu'on aime. Et franchement, voilà, la récompense était plus que gratifiante, j'ai envie de te dire. Ils ont même failli faire l'upset contre les Warriors. Non, vraiment, super plaisir. Keegan Murray, ça avait été un peu discuté, notamment au niveau de sa draft. Ouais, mais il y avait peut-être mieux en termes de potentiel, etc. Les mecs ont drafté un peu au fit, un peu au talent. Un ailier, 2m03, un peu polyvalent. Ils avaient besoin d'un ailier supplémentaire, etc. Ben, force est de constater que le Gus, il a joué 80 matchs sur 82 possibles. Il a fait ses playoffs, premier playoff, mature, précis, intéressant. Vraiment, là, que ce soit pour lui et pour Sacramento, là, ça a été impeccable. Donc bravo les gars, vous avez super bien drafté. Et vous avez pris un mec qui est super intéressant. C'est pour ça qu'il est dans cette liste aujourd'hui. Keegan Murray, pour sa saison rookie, c'est 12 points, 4,6 rebonds et 1,5 passes. Avec des pourcentages de 45% au tir et 41% à 3 points. Voilà. Donc le Gus, c'est une espèce de sniper. Non, vraiment, évidemment, une production qui a baissé en playoff.
mais c'est un peu normal en même temps, hein, c'est ses premiers playoffs, tu fais des Game 7 contre les Warriors, etc. Et il a été quand même super intéressant face aux Warriors, hein, il tourne quand même à 37,5% à 3 points, donc c'est toujours pareil. C'est un gars qui défend assez bien, qui est super intelligent et qui, voilà, attire pas le shine, etc. C'est un mec plutôt discret. J'allais faire une comparaison peut-être douteuse, mais... Alors c'est différent dans le style évidemment, mais un mec qui vraiment se met dans le collectif et qui va devenir peut-être indispensable dans les années à venir, comme un Doug Christie à l'époque des grands Kings qui sont fait voler contre les Lakers, on ne rappellera jamais assez, hein, bref. Mais voilà, je pense qu'il peut rentrer dans ce genre de moule-là. Alors un plus parce qu'il a quand même des flashs offensifs et défensifs qui sont assez intéressants. Bon, surtout une adresse à 3 points. Alors attention que ce soit pas que la saison rookie, mais tu démarres sur les chapeaux de roue à 41% à 3 points, mon pote, ça va être dur de faire mieux la saison prochaine. Mais si c'est un gars qui tourne en carrière à 37% à 3 points en dormant, franchement c'est super intéressant. Non, vraiment, les Kings ont fait vraiment un super move en le piquant. Ils ont une équipe plus qu'intéressante, hein, on l'a vu. Là, attention, ça a fait un peu la surprise de l'année dernière. Maintenant, il va falloir confirmer cette année. Ça risque d'être beaucoup plus dur. Mais si ça va dans la bonne direction et que Keegan Murray continue à se développer, ça peut devenir un mec meilleur 6e homme ou border 5. Ça dépend un peu les configurations que tu veux mettre dans ton 5 majeur. Mais en tout cas, c'est un mec solide, peu importe le nombre de minutes qu'il a, peu importe le rôle, tu peux le mettre en bugne à bugne sur un gros mec en face, tu peux le mettre dans des corners pour artiller, et bon, ça se ressent pas trop dans les chiffres, mais c'est pas non plus un mauvais passeur, c'est juste que quand t'as des mecs comme Sabonis, Fox ou Harrison Barnes, forcément ça bouffe un peu du ballon, hein, c'est normal. Mais voilà, pour un mec pour l'instant en bout de chaîne et qui dans certaines configurations doit aller scorer, etc., c'est vraiment super intéressant. Donc déjà, suivez les Kings l'an prochain, vraiment, ça va falloir les suivre, c'est impératif. Mais surtout, suivons Keegan Murray, parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner en année 2. Hein. T'imagines, là, il te fait une espèce de saison, je sais pas moi, en 15-5-3, tu vois, toujours à 40% à 3 points. Ah vas-y, c'est trop cool, tu vois, s'il nous fait un truc comme ça. Donc ouais, suivons Keegan Murray, suivons les Kings, hein, la propagande, les amis. Cade Cunningham. Alors Cade Cunningham, j'en avais déjà parlé quand il a été drafté par les Pistons. Du coup, il y a maintenant 2 ans, je crois que c'était en 2021 si je dis pas de bêtises. Donc j'en avais parlé, il était dans mes 10 jours à suivre. Il n'avait pas déçu, il avait fait une belle saison, etc. Quoique entrecoupé de blessures, puisqu'il avait fait que 64 matchs, je crois. Enfin oui, 64, j'ai regardé. Mais 64 matchs assez intéressants, avec des bonnes stats, etc. Tu sens que ce mec-là peut être le renouveau des Pistons, qui en ont vraiment bien besoin, il faut l'avouer, surtout au poste numéro 1. Et là, tu démarres ta saison 2022-2023, 20 points de moyenne, 6 rebonds, 6 passes, quasiment une interception, 83% en lancer franc, 41% au tir, bon, 27% à 3 points, bon, des chiffres un peu douteux au pourcentage, mais bon, peut-on lui en vouloir si c'est lui qui a tous les ballons à Détroit? J'ai envie de te dire non. Et surtout quand le projet, il part pas de zéro, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais quand le projet est évidemment de se reconstruire. Mais quand tu commences ta saison comme ça à quasiment 20 points de moyenne, tu te dis « Ah, là on est bien, Cade Cunningham, attention les Pistons, ça va peut-être casser les bonbons cette année. » Et puis patatras, 12 matchs et la blessure, et dégringolade des Pistons malheureusement. Mais bon, Cade Cunningham cependant, il faut le suivre. Je vais le suivre en tout cas cette année. Déjà parce que il est revenu de sa blessure. Là, il a été dans la Select Team, c'est-à-dire l'équipe... qui s'oppose du coup comme je l'ai dit à Team USA pendant les scrimmages etc en vue de la préparation de la Coupe du Monde, sachant qu'ils lui ont demandé, il me semble, de faire partie de l'équipe et il l'a refusé, il a dit non, je préfère me concentrer sur ma rééducation, sur ma saison avec Détroit, je veux bosser avec l'équipe en off-season, etc. Donc vraiment un mec qui focus sur les Pistons. Et on peut que saluer évidemment, je pense que même pour lui ça aurait été bien d'aller à la Coupe du Monde, mais bon ça aurait été un peu dommage, tu t'y caches dans des confrontations qui peuvent être un peu couperées selon sur qui tu tombes, à quel tour, etc. Tu reviens de blessure, peut-être que le coach t'aurait fait moins jouer, etc. Donc je pense que c'est plus intéressant pour lui de dire ok, je fais l'impasse, je vais avec la Select Team, je côtoie Team USA, je côtoie les gars, c'est cool, ça me permet aussi de me remettre dans le bain. Tu fais ton training camp, tu te remets dans l'équipe, tu intègres les nouveaux et après tu balances ta sauce et tu vois ce que ça peut donner. Du coup là il est à 100% et ça va faire plus que du bien à Détroit qui avait un gros manque au poste 1 et surtout qui avait besoin d'un créateur ball handler de haut niveau, parce que oui je pense qu'il est de haut niveau. On rappelle que le garçon n'a que 21 ans et surtout tu sors d'une saison qui démarre à 20 points de moyenne. Allez ok, même si tu faisais une saison un peu moins bien que la précédente, il aurait tourné très certainement en moins de 15 points, mais on a vu
plus de, comment dire, d'initiative dans le jeu. Physiquement, il était beaucoup mieux, etc. C'est juste mal tombé, malheureusement, pour lui, pour Détroit, pour tout le Michigan, pour toute la fanbase, malheureusement. Il a même pas pu faire partie du voyage enfin, il y était, mais il n'a pas joué. Il a même raté le déplacement de Détroit en France pour le Global Game. Alors, je sais pas s'il y était pas, je me souviens plus, mais en tout cas, il n'a pas pu jouer. Ça aurait été top, surtout pour les fans de Détroit, surtout les fans hardcore, je pense à Enzo Logdin, qui sont montés là-bas, alors qui n'ont peut-être pas pu regarder le match, mais qui au moins se disent « Ah, j'ai peut-être tenté d'aller voir si une séance de dédicace, c'est possible d'aller le choper au choix, ou quoi ». Malheureusement, ça n'a pas été possible. Je sais pas s'il avait fait le déplacement ou pas, mais c'est dommage de ne pas avoir un si bon joueur dans ce genre de rencontre, et même sur une saison NBA. T3 en ont cruellement besoin d'un mec comme ça. Et de toute façon, je pense que leur renouveau, leur salut passe impérativement par Cade Cunningham. Surtout que c'est extrêmement pauvre, sans faire évidemment offense à Killian Hayes. Mais bon, pour l'instant, leur poste 1, c'est Killian Hayes, Corey Joseph. C'est un peu short, entre guillemets, si tu veux prétendre un peu plus. Donc oui, Cade Cunningham, il va revenir, il va être number one, il va avoir tous les ballons. Là, il y a des mecs intéressants qui sont en train de se développer. Il y a Marvin Bagley qui est en train de se relancer. James Wiseman, ça y est, il faut démarrer aussi la machine, en train de se remettre dans le bain aussi. D'autres gars intéressants, des Jaden Ivey, etc. Vraiment, il y a un petit noyau de jeunes qui est super intéressant. Des mecs revanchards un peu aussi. Cade Cunningham, il s'est pété. En vrai, si tu prends tout l'effectif, ils sont pas tous, mais une grosse partie revanchards. Bon, Killian Hayes, évidemment, il se fait défoncer un peu quand on peut sur les réseaux, etc. Bon, là, Cade Cunningham va revenir, ça va être un peu compliqué, mais en sortie de banc, t'as une carte à jouer. Cade Cunningham revient de blessure, bah là, il a une carte à jouer. Bon, Jaden Ivey, ça va être sa saison 2. Il va falloir confirmer. James Wiseman, on connaît l'histoire aux Warriors. Et Marvin Bagley, on connaît l'histoire aux Kings. Donc t'as 4 gars, 5 gars là, qui vont être vraiment remontés comme des coucous et qui vont se dire, bon allez, on va tous s'emmener. On n'a même pas 5 ans de NBA au plus. Allez, let's go, on y va, on envoie tout. Et on essaye de remettre Détroit dans les rails. Donc est-ce qu'on peut attendre une saison, je sais pas moi, en 25-5 ? En vrai, une vraie saison à 25-5 avec, je sais pas moi, 45% au tir, ce serait vraiment top d'avoir un truc comme ça pour Cade Cunningham. Même si Détroit est encore bottom, même s'ils sont 15, 14, 13e à l'Est, j'ai envie de dire c'est pas le plus important pour cette saison pour moi. Après, c'est que mon avis, je suis pas fan de Détroit, peut-être que je me trompe, mais je pense que le plus important, c'est fais une saison avec ton roster complet, fais une saison avec Cade complet, vois ce que ça donne, et après, on construit mieux l'été, et on envoie derrière, quoi. Mikal Bridges. Mikal Bridges, évidemment, je parle de Mikal, hein, pas de l'autre fou furieux là, qui devrait aller en prison. Hein. Bref, c'est une autre histoire. Je parle de Mikal Bridges, le chouchou ultime de la fanbase des Suns de Phoenix, qui a été transféré dans l'espèce de blockbuster trade avec Kevin Durant qui part aux Suns. Gros changement du coup de contexte et surtout de rôle pour Mikal, puisqu'il tourne à 17 points de moyenne chez les Suns. Et là, il débarque pour 27 matchs à Brooklyn. Bah là, changement total, 26 points de moyenne, option numéro 1, des prises de responsabilité de fou furieux, des matchs à 40, si je dis pas de bêtises aussi. Un changement de malade mental qui lui ont du coup octroyé sa place pour la Coupe du Monde avec Team USA. Donc déjà, suivons Mikal Bridges cet été parce que je pense qu'il va être super intéressant. Et suivons-le à la reprise parce que ben là, tu vas être dans une équipe de Brooklyn qui a bricolé avec les départs d'un peu tout le monde, avec les histoires, avec... Tu perds Kevin Durant, c'est très dur à remplacer, on va pas se mytho, c'est même quasi impossible. Mais tu récupères Mikal Bridges, qui a encore que 26 ans, qui vient de te taper 3 mois de fou furieux. Tu te dis, bon, franchement, je pense qu'on peut construire. Et t'as d'autres gars, des Cam Johnson, etc., où tu peux vraiment bien construire. Donc déjà, les Nets, ça va être une équipe, je pense, assez épouvantail dans la conférence Est. Là, à l'instant T, je ne saurais pas où les classer dans des pronos, etc. Ou même dans une tier list. Mais je pense que comme ça peut être une équipe un peu épouvantail qui peut taper tout le monde, qui peut perdre contre tout le monde, mais qui surtout peut avoir un plafond inattendu, assez haut, je pense. Faudra juste voir la progression folle de Mikal Bridges, parce qu'il a eu 27 matchs de folie complète. Maintenant, il faudra voir comment il entoure, comment il progresse. Et surtout, on va voir cet été, parce que des fois, il y a un avant, après Coupe du Monde. Si ça clique bien, qu'il en met 15 par match avec Team USA, il va revenir. Alors 15, c'est énorme dans un contexte international, au vu de Team USA, etc. Donc, qu'on se recentre. Mais s'il revient et que là, bah, tu vois, il commence la saison et au bout de 20 matchs, il tourne déjà à 25 points de moyenne, on va se dire, Mikal Bridges, sympa, tu vois. Sans compter que défensivement, bon, le mec, c'est un crack. Le mec est trop fort, ultra polyvalent, peut défendre sur, du poste 2... Allez, 1, il peut tenir encore, moi aussi. Quasiment du poste 1 à 4. Donc vraiment,
quoi dire, quoi. En vrai, avoir récupéré ce mec-là pour Brooklyn, c'était du pain béni, quoi. Non, franchement, là, Brooklyn, c'est à suivre. Avec des mecs, comme je disais, comme Cam Thomas. Je crois que j'ai dit Cam Johnson avant, je m'en excuse. Donc, évidemment, Cam Thomas, Michael Bridges, bon, Ben Simmons. Je n'ai pas mis Ben Simmons dans mes joueurs à suivre parce que je le mets tous les ans. Donc, évidemment qu'il est dans grosse mention honorable. Mais j'ai pensé très fort à Ben Simmons, sachez-le, parce que, voilà, on y croit encore, hein, malgré tout. Évidemment, le chouchou d'Arek Whitehead, pour ceux qui suivent la TBA et les Miami/Montréal Worldwiders. Je vous invite à suivre ça sur YouTube, les amis. Bref, une équipe super intéressante et surtout un Michael Bridges qui va avoir le rôle de number one dans une équipe poil à gratter, play-in plus, on va dire, dans la conférence Est. À l'instant T, il faudra se poser, etc. Mais je pense que c'est play-in plus quand même les Nets l'année prochaine. Et non, vraiment, j'attends quand même beaucoup, je vais pas mentir, j'attends beaucoup de Michael Bridges la saison prochaine. Peut-on croire aux 25 points par match? Franchement, ouais, je pense qu'on peut y croire, ouais. Chris Paul. Bon, par où commencer? Chris Paul, CP3, du coup, qui n'est plus un Sun, qui est un Warrior, qui l'eût cru, qui, entre guillemets, vient prendre la place de Jordan Poole, qui, lui, est parti à Washington. Chris Paul, qui, du coup, le vétéran ultime, hein, je pense que c'est le vétéran ultime de NBA actuellement, qui va dans une équipe qui sortait d'un run de champion et qui n'ont pas pu se défaire des Los Angeles Lakers. Golden State a encore, je pense que l'année prochaine, je ne vais pas dire qu'ils sont contenders, mais au vu de l'effectif, etc., c'est évident. On oublie trop que Klay Thompson est un super joueur. Et là, on espère que ça y est, il va pouvoir un peu se libérer de ce qu'il avait dans la tête par rapport aux blessures, etc. Il a toujours un peu du mal à revenir. Les blessures l'ont un peu fumé. On espère que là, cette année, ça va être à peu près... ça sera mieux pour lui, surtout au niveau de la tête. Draymond Green, qui, qu'on le veuille ou non, est toujours là. Alors, il n'y a plus de Jordan Poole, cette espèce d'étincelle de feu follet qui sortait du banc. Mais comme l'ont précisé les Warriors eux-mêmes, oui, ça a cassé quelque chose, l'altercation entre lui et Draymond Green. Donc il a fallu... ils ont fait la saison parce qu'ils ont été pros. Mais après, il a fallu faire autrement. Et du coup, il est parti. Et c'est Chris Paul qui débarque. Donc là, tu as une nouvelle option en sortie de banc parce que... Alors, il existe des rumeurs comme quoi il y aurait un 5 majeur qui pourrait exister avec Chris Paul, Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green. Une espèce de death small ball line-up, un truc un peu énervé. J'y crois pas trop personnellement, alors si par phase oui, mais je pense pas qu'ils vont démarrer des matchs comme ça, je pense pas trop. Est-ce que c'est le 5 qui va jouer peut-être le plus ensemble? C'est possible, je serais pas surpris en tout cas, mais je pense pas qu'ils vont démarrer les matchs comme ça. Chris Paul arrive à un moment où il va sortir du banc, alors attention on les connaît, je sors du banc pour jouer 32 minutes, on les connaît, mais il va quand même je pense sortir du banc, encadrer le peu de jeunes qui restent, apporter sa science à Steph Curry, qui les deux se connaissent évidemment, sont pas mal affrontés, à tout ce groupe. Alors il va pas leur apprendre malheureusement comment gagner un titre, hein, je veux pas être méchant, mais je pense que ça va être plutôt l'inverse. Mais c'est un mec qui connaît l'NBA, qui connaît toutes les ficelles on va dire, donc est-ce que ça peut être la petite pièce manquante pour se dire allez on y retourne et on chope peut-être le dernier avant que Klay Thompson il commence à downgrade, que Steph Curry peut jouer jusqu'à 42 ans avec son style de jeu, tu vois, mais peut-être que il aura peut-être moins d'impact, etc. La marche financière ça va être compliqué aussi à gérer du côté de Golden State. En vrai, est-ce que ce serait pas le bon moment pour que Chris Paul aille choper sa bague avec toute cette équipe? Il faudra en discuter dans les previews, notamment avec TBA, mais c'est pas un mauvais apport. Après, c'est totalement différent de ce que Jordan Poole pouvait apporter. Lui, c'est un meilleur défenseur, mais il est plus vieux. Est-ce qu'il peut péter, entre guillemets, plus de câbles offensifs et en foutre 20 en 10 minutes? Non. Mais est-ce qu'il peut te faire un match en sortant 14 passes sans perdre un ballon? Oui. Voilà, il y a plein de petites questions à se poser. L'effectif est globalement échangé côté Warriors, sauf que tu rajoutes Chris Paul. Ouais, Chris Paul, c'est à suivre. D'autant plus que son âge... voilà, qu'on le veuille ou non, Chris Paul, on se rapproche de la fin. C'est quoi, c'est draft 2005 si je dis pas de bêtises. Donc Chris Paul a eu 38 ans en mai. Je vais pas refaire tout son CV. On a quand même un mec, comme je le disais, qui connaît l'NBA, qui, mine de rien, est passé à ça, à son genou, d'éliminer les grands Warriors Prime avec Houston. Il a remis OKC entre guillemets sur les bons rails avec une seule saison. Phoenix, il arrive, ça va en finale. Après, c'est un peu plus compliqué derrière. Tu sens qu'il y a un downgrade physique. Après, le QI est toujours là.
il est certes moins rapide, il est moins physique, etc. que par le passé, mais il est toujours assez intelligent, il piquera toujours des ballons, il sera toujours bien se placer sur les lignes de passe, il sera toujours donné la balle au bon moment, dans le bon tempo. Il tourne quand même à 9 passes, hein, la saison dernière encore, avec même pas 2 pertes de balles par match, donc le ratio il est quand même toujours aussi excellent. Voilà, qu'est-ce que ça va donner aux Warriors? Je sais pas. Est-ce que c'est peut-être le bon moment pour se dire, ils vont tous se dire ensemble, on est vraiment un groupe de vétérans. Chris Paul, ok, c'est une pièce supplémentaire qui vient entre guillemets de l'extérieur. Mais se dire, bon, bah, les gars, on est une bande de vétérans, on l'a fait l'année d'avant. Est-ce que là, on peut pas le tenter un dernier coup? Comme on dit, tout peut arriver, on sait jamais l'issue d'une saison, ni le déroulé d'une saison. Je vais pas dire que je vais mettre les Warriors dans les favoris, mais ils vont clairement pas être... ils vont aller en play-off, hein, c'est normal, sauf grosse catastrophe. On souhaite surtout à Chris Paul de ne pas se blesser, de continuer à donner des ballons, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il se pète. S'il joue un peu moins de minutes, on sait, des fois la saison régulière, tu peux te permettre de lever un peu le pied. Peut-être qu'ils vont le faire un peu moins jouer en sortant du banc, parce qu'il jouait déjà encore 32 minutes l'an dernier. Est-ce que là, en sortie de banc, ils vont pas lui dire, bon, tu vas plutôt jouer 22, 25 minutes, tu vas donner tes ballons, tu vas faire ton truc, etc. Quand on aura des creux avec une panne d'adresse d'un côté ou de l'autre, bon, on te fera rentrer pour amener autre chose, pour amener ta création, ton playmaking, etc. Et son shoot, parce qu'il a quand même pas un shoot dégueulasse à 3 points, faut pas l'oublier, c'est un mec qui peut tourner à 37% minimum. Donc, à suivre, mais bon, Chris Paul, voilà, tu es à... Combien de temps va encore... je sais pas combien il reste de contrat à Chris Paul, peut-être 1 an ou 2, mais est-ce que, voilà, c'est la dernière saison, je pense pas, mais une des dernières, mais vraiment dernière, ouais, c'est très probable. Donc, profitons encore de Chris Paul, on se fout de sa gueule sur les Game 7, sur le fait qu'il ait pas de titre, qu'il ait galéré pour les finales, pour plein de trucs, mais c'est un joueur extraordinaire, c'est un meneur extraordinaire, il faudra discuter dans les top meneurs de tous les temps, un de ces 4 aussi avec lui. Mais vraiment, ouais, Chris Paul, s'il est là, qu'on en parle, c'est pas pour rien, il a un palmarès international aussi qui parle pour lui. Donc, à suivre, c'est peut-être une des dernières à excellent niveau. Il faudra voir ce que vont donner les Warriors l'année encore d'après, mais là, trop tôt pour se projeter. Mais voilà, profitons de Chris Paul, profitons de lui tant qu'il est encore là, et surtout, voyons voir ce que ça va donner avec les Warriors cette année. Jaylen Brown. Mesdames et messieurs, Mr. Money in the Bank. Jaylen Brown, aka Mr. Money in the Bank, on en parlait chez TBA, le lien est en dessous évidemment, ou ici aussi, je ne sais plus, bref, on en parlait, je vous mettrai le lien. Jaylen Brown, pourquoi? Bon, déjà parce que ça reste quand même un bon joueur, hein, on va pas se mytho, un des plus gros sidekicks de la ligue, Boston Celtics, une des équipes favoris tous les ans et qui je pense va être dans le top 6 des favoris la saison prochaine également, mais c'est surtout parce que Jaylen Brown, messieurs dames, vient de signer un contrat de 304 millions de dollars sur 5 ans. Il va toucher 70 millions en 2028-2029. Ha! Ça fait de la thune, bref. Donc Jaylen Brown est désormais, alors évidemment, hein, je pense que ça sera éclaté dans quelques mois, voire quelques années par d'autres joueurs, peut-être même par Jason Tatum himself, mais voilà, Jaylen Brown vient de signer le plus gros contrat de l'NBA, ce qui est déjà une bonne raison de toute l'histoire de l'NBA, ce qui est déjà une excellente raison de le suivre la saison prochaine. Néanmoins, il y a d'autres raisons, donc ce n'est pas parce qu'il a signé ce fameux contrat que je m'attends à ce qu'il tourne à 32 points de moyenne, hein, c'est pas ce que je dis. C'est juste que le CBA, tout a augmenté, la masse salariale, les salaires, comment les équipes peuvent signer les joueurs, etc. Donc, il a eu l'opportunité, Boston le voulait, il voulait y rester. Puis, bon, qui va cracher sur cet argent? Je pense personne. Surtout qu'il n'est pas dans un cadre éclaté au sol, un vrai cadre pour continuer à performer à Boston. Il a été quand même pas mal décrié sur ses derniers playoffs. Il a été décrié sur sa manière de jouer, bon, sur sa fameuse main gauche. Les fameux mettre 304 millions sur un mec qui n'a pas de main gauche, bon, ça c'est les fameuses blagues Twitter évidemment, mais Jaylen Brown c'est un mec qui peut t'apporter plus d'une vingtaine de points tranquille tous les soirs, sachant que là sur les 3 dernières saisons il fait 25, 24, 27 quasiment, donc bon ça va, c'est un mec qui met des points tu vois, donc c'est quand même pas mal pour un mec qui a pas de main gauche. C'est un mec qui peut tirer à 3 points, c'est un mec qui peut se lâcher, en défense c'est pas la panacée mais c'est pas non plus une grosse catastrophe. Alors oui, en playoff il a été peut-être en deçà des attentes et encore statistiquement il fournit sur ces playoffs-là. Voilà, il manque un petit truc, donc est-ce que l'année prochaine il va réussir à passer encore le petit step qui va faire du bien aux Celtics qui eux aussi... alors je dis pas qu'ils arrivent dans une fin de cycle parce qu'il y a quand même des joueurs en place, les Tatum, etc. Mais bon voilà, tu viens de perdre Marcus Smart qui était l'âme de ton équipe. Tu as Al Horford qui n'est pas éternel non plus. Tu viens de récupérer Kristaps Porzingis
qui lui a besoin de ballon, donc il va falloir le nourrir, etc. Et puis en plus, bon, des fois il est souvent blessé, donc il va falloir compenser sur pas mal de trucs, très certainement. Voilà, tu as un rôle dans une équipe dont le noyau a quand même été gardé, mais tu as rajouté quelques pièces intéressantes. Mais tu as perdu Marcus Smart, qui pour moi est une perte extrêmement compliquée. Il faudra voir, ça passera. Ils ont perdu l'âme des Celtics, et au final les mecs vont performer, donc peut-être je dis de la merde, mais je pense que la perte va se faire ressentir dans les moments durs, si tant est qu'il faut falloir les limiter le plus possible, de toute façon. Mais voilà, bon, Jaylen Brown, le contrat fait qu'on va le suivre, mais surtout, comment cela va peser sur lui, va peser sur ses performances, sur son rôle dans l'équipe. Dans le rôle, si tout le monde est bien cadré, si Brad Stevens fait le taf, si le coach fait le taf, si tous les cadres font le taf, ils sentiront pas de problème par rapport au contrat. Bon, ben il l'a signé, et puis c'est pas grave, c'est le CBA. Alors Ford, il est arrivé 10 ans trop tôt, trop tard, trop tôt, peu importe, trop tôt. Il est arrivé 10 ans trop tôt, et puis tant pis, tu vois, c'est la vie. Donc maintenant, à eux de faire en sorte que tout se passe bien pour que l'équipe aille le plus loin possible. Surtout que c'est une équipe, comme j'ai dit, qui est top 6 dans les candidats au titre. Et pour moi, top 3 à l'Est l'année prochaine. Et voilà, ils ont peut-être une dernière carte, une avant-dernière carte à jouer par rapport au contrat, etc. de tous. Il va falloir prolonger, je crois, à tout moment donné aussi, sauf si ça n'a pas été déjà fait, je ne sais plus, mais ça sera à surveiller. Mais voilà, bon, Jaylen Brown, suivant, et arrêtons de se foutre de sa gueule avec sa main gauche. La saison prochaine, il nous sort une saison de barjo à 25 points de moyenne, avec des bons pourcentages, et au final, le gars est pas très... on lui reprochera pas grand-chose. En vrai, why not, hein, mais voilà. J'ai hésité quand même, j'avoue, à prendre Marcus Smart, qui lui, pour le coup, n'était plus chez les Celtics. Mais bon, avec son contrat, c'était impossible de ne pas en parler. Donc, c'est même pas pour dire que je vais lui tomber sur la gueule s'il tourne à 17 points de moyenne. Bon, si, oui, un peu, évidemment. Mais c'est pas pour ça que je veux le suivre. C'est juste pour voir comment la mécanique, comment tout va se faire aux Celtics après cette signature, voir s'il n'y a pas de problème. Surtout dans les moments chauds, en fait. C'est là où je vais trouver ça intéressant de le suivre au niveau de l'équipe des Celtics. Donc voilà, suivons Jaylen Brown, messieurs, dames. Bradley Beal. Et enfin, 10e joueur, et pas des moindres de cette liste, Bradley Beal. Bradley Beal, un des joueurs historiques sur la dernière décennie des Washington Wizards, qui a pris son maxi pactole, qui a bloqué quand même un petit peu certains trades, certains mouvements, le fait de se renforcer pour les Wizards, et qui... au final, termine chez les Suns. Alors attention, sacré apport pour les Suns, qui jusqu'à quelques semaines n'avaient que 4 joueurs sous contrat, à peu près. Donc là, ça a beaucoup mieux, ils ont recruté plusieurs autres joueurs, etc. Mais Bradley Beal, sur la dernière décennie, un des top arrières, un des top scoreurs. Alors défenseur, ça va, c'est très average. Mais voilà, c'est surtout par le scoring qu'il faut suivre Bradley Beal. Voilà, pas grand chose à dire. Il a essayé de porter l'équipe. Après, il y a eu Russell Westbrook qui a débarqué. Malheureusement, les blessures les ont freinés sur la première partie de saison, parce que leur deuxième partie de saison était extraordinaire à tous les deux, notamment Westbrook. Puis voilà, il a tout fait. Et puis après, à un moment, je pense qu'il y a une part de responsabilité des deux côtés. Il a pris son contrat, ça a bloqué pas mal de marge de manœuvre. Je crois même qu'il avait une clause d'intransférabilité, si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, les Wizards n'ont pas fait le nécessaire pour renforcer l'équipe. Donc au bout d'un moment, tu as ton plafond, tu es condamné à être ventre mou. De la chance, tu es play-in, avec maxi chance, tu es play-off. Mais après, au-delà de ça, tu joues pas grand-chose. Et comme ils tankent pas vraiment, ils n'ont pas eu des gros pics de draft pour se relancer. Donc voilà, Bradley Beal, fin d'histoire, finito à Washington. À Washington, Bradley Beal, c'est 11 saisons pour 22 points de moyenne, 4 passes, 1 interception et 4 rebonds. Le tout avec des pourcentages de 46% au tir, 37% à 3 points et 82% au lancer franc. Alors des super stats évidemment. Après, sur les dernières saisons compliquées parce qu'il y a eu des blessures, le mec est quand même 3 fois All-Star. Le meilleur backcourt de la ligue, soi-disant, avec John Wall. Voilà, un duo qui malheureusement n'aura pas eu, qui ne sera pas allé là où il aurait pu aller selon moi. Entre les blessures, le fait de se blesser, enfin ouais, c'est surtout les blessures qui les ont butés les deux, puis les contrats, puis l'ego, plus plein de choses. Malheureusement, les deux n'ont pas pu aller aussi loin que ce que j'aurais imaginé. Donc voilà, finito l'histoire de Bradley Beal à Washington, direction les Suns pour l'ami Bradley, et là ça va être super intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre parce qu'on le sait, les Suns c'est la franchise de Devin Booker. Il n'y a plus Chris Paul, il te reste DeAndre Ayton, Kevin Durant que tu as récupéré dans un trade au cours de l'année dernière, et maintenant lui. Voilà, ça va être les 4 plus grosses options. Sachant que
Pour l'instant, ben, ils n'ont pas de meneur, donc je pense que c'est Devin Booker qui va jouer meneur, parce que Bradley Beal, c'est pas non plus c'est pas très bon gestionnaire. Booker l'est un peu plus. Donc tu vas avoir une espèce de 5 avec Booker, Beal, Durant, et insérer un poste 4 au hasard, parce que je ne sais pas qui ils vont mettre à l'heure actuelle en poste 4 titulaire. Et Monsieur DeAndre Ayton. Ils ont Bol Bol aussi, mais Bol Bol, à mon avis, ne jouera pas. Bref, ça c'est une autre histoire. Et surtout, tu débarques dans une franchise où tu es le deuxième plus gros salaire, parce qu'il va prendre 46 millions, on le rappelle. Donc, Bradley Beal, Monsieur Bradley, là, il y a peut-être moyen de moyenner avec Phoenix. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de question d'ego, tu vas avoir des gros égos à côté de toi. Là, il n'y a pas que John Wall, tu vois. Là, il y a Kevin Durant, il y a Devin Booker et Ayton aussi, quand il s'y met, attention à la tête de l'arc que ça peut être. Donc là, tu vas être là... Je sais pas si la troisième, ouais, mais techniquement, tu vas être la troisième option de cette équipe, sachant que tu avais soi-disant du mal à être deuxième option quand il y avait John Wall. Tu as été première option, malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose du côté de Washington. Donc, ben, maintenant, tu vas être troisième option, mais attention à la troisième option de luxe que tu vas être. Dans une équipe qui s'est construit une petite profondeur, mais que au-delà des 3,5 joueurs stars que tu as, ben, après, derrière le reste, c'est un peu limité, malheureusement. Donc, va falloir assurer. Si tu as un des deux, que ce soit Booker ou Durant qui se blesse, il va falloir assurer, il va falloir scorer. Il manque de gestionnaire. Mec, tu vas devoir prendre un peu la gestion, prendre sur toi, peut-être mettre moins de points, mais donner plus la balle. Il va falloir être un peu plus versatile, un peu plus impliqué en défense, ce genre de choses. Après, je ne doute pas que Bradley Beal, dans cette espèce, si l'équipe est coachée en mode allez, full offense, on y va. Attention, le gars, on peut avoir 3 mecs à 20 points de moyenne minimum. Ça, c'est quoi? C'est le Run TMC. Je suis même pas sûr si les 3 avaient fait ça. Mais là, on peut avoir une espèce de comment on appellerait ça du coup? Bill, Booker, John, BBD, BDB. Là, tu vois, tu as un Run BDB, BBD, un truc comme ça. BBD, BBD, Boo. Tu peux avoir une espèce de run comme ça, là. Donc, de monstre à 3 têtes, de Cerber, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir comment il va se comporter dans cet univers qu'est Phoenix. Où là il y a vraiment des attentes parce que tu sors d'une finale, tu sors de grosses saisons, tu as eu des gros runs de playoffs, tu as Devin Booker qui expliquait à tous, voilà, j'ai galéré pendant X années, mais moi je suis un putain de joueur et je suis le putain de patron de mon équipe. Donc maintenant les Beal et les Durant, ok, vous allez peut-être être, si je viens à mener, vous allez peut-être être les gros dynamiteurs de l'équipe offensive, par contre le patron ça reste moi. Donc quand je parle on m'écoute. Après évidemment les deux ont de l'expérience, surtout Durant, parce que Bill en a un petit peu moins. Alors, en termes d'années, oui. En termes d'accomplissement, surtout en playoff, un peu moins. Donc, va falloir vraiment suivre. Bradley Beal, c'est vraiment... J'aime bien ce joueur en plus, pour le coup, mais un peu déçu ces dernières années. Mais là, ouais, j'attends... Je vais... Kevin Durant, Devin Booker vont être au niveau, je pense. Donc j'attends vraiment beaucoup de lui parce que ça risque de passer vachement par lui, que ce soit en saison ou en playoff, si les Suns veulent espérer retourner en finale, voire toucher le Graal. Voilà, c'était les 10 joueurs à suivre. Je répète, c'était mes 10 joueurs à suivre pour la saison 2023-2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous allez suivre et pourquoi surtout. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera très certainement le portrait de Jermaine O'Neal, normalement, si ça se passe comme prévu. Il y aura des previews des équipes, pas sur cette chaîne, mais sur la chaîne de TBA France. Normalement, les 30 previews en 24 heures vont revenir. Donc pendant 24 heures, on va streamer, on va faire les previews de toutes les équipes. Et après, on refoutra ça sur YouTube. Donc restez à l'affût. Tous ces jours-là, évidemment que nous en reparlerons, c'est une évidence. J'en profite aussi pour vous redire merci pour les 1000 abonnés. Merci beaucoup pour tous les gentils commentaires. Et merci aussi pour les 2700 abonnés, il me semble, sur Twitter. C'est vraiment un truc de fou. Donc vraiment, les gars, vous êtes tous des machines. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Tchuss. Ça fait les bails toute la night. Je ride et je ride et je ride et je ride. Ça fait longtemps que je suis à mon prime. Kobe Bryant, John Calais, One. Ça fait les bails toute la night.